Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci à Paul, Jean-Noël, Guillaume, Clara, Bernard et Irène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Il est difficile de présenter notre invité. Nous pourrions dire qu'il est producteur et réalisateur de films, mais ce ne serait pas assez. Nous pourrions dire qu'il aime les cinéastes, qu'il aime leurs films et qu'il en a fait passer de nombreux devant sa caméra. De Mathieu Amalric à Nadav Lapid, en passant par Barbet Schroeder et Bertrand Bonello, mais ce serait trop réducteur. Nous pourrions dire aussi qu'il ne jure que par le cinéma expérimental, mais ce ne serait pas tout à fait juste. Nous pourrions dire également qu'il a monté sa société de production House on Fire pour faire des films qui brûlent, mais on se tromperait peut-être. Nous pourrions dire bien des choses en somme, mais nous préférons vous dire que le cinéma semble faire partie de la vie de notre invité comme une partie de son corps, qu'il en parle comme s'il nous racontait une histoire, qu'il se moque des genres et des catégories dans lesquelles on range habituellement les films pour mieux les fabriquer à sa manière, et que faire et regarder du cinéma semble être un seul et même geste dans sa pratique. Alors on est très heureux et heureuse d'accueillir aujourd'hui Antoine Barraud à notre micro. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Et alors, comme c'est de coutume, on va commencer par une citation surprise. La cinéphilie, elle est arrivée beaucoup plus tard. N'ayant fait ni école ni études, je ne connaissais personne dans le cinéma. Ma manière de comprendre les films, ça a été de passer par la critique. D'abord la critique quotidienne, principalement Libération, des choses comme ça, et puis après, le mensuel. Avant de découvrir les livres, et peut-être que le critique qui m'a le plus parlé, c'est Danet. Parce qu'avec lui, ce n'est pas théorique. Tout est très sensible. À travers les films, il ne faisait que parler de lui, en fait. Je me retrouvais vraiment dans l'intimité de son rapport au cinéma. Ce n'était pas quelqu'un qui allait théoriser sur les plans, etc. C'était une autre manière de parler de cinéma qui, vu que je n'avais pas fait d'études, me parlait beaucoup. C'était une citation de Bertrand Bonello, donc au site internet Chaos Reigns, en décembre dernier. Et est-ce que ça te parle, toi, ce que dit Bonello sur sa cinéphilie, sur son rapport à la critique aussi ? Bah oui, ça me parle totalement. Moi, j'ai pas non plus fait d'école de cinéma, j'avais aucun réseau, aucune connaissance. J'étais un adolescent de banlieue dans les sous-bois, donc les films que je voyais, c'était les films qui jouaient au... C'était pas encore des multiplex à l'époque, mais c'était les films qui passaient dans les centres commerciaux, tu vois, à Rosny 2, à Paris Nord. Et donc c'était Indiana Jones, c'était Rocky 12 ou 4 à l'époque, je crois. C'était ça, les films que je voyais. Et c'est ça qui m'a fait aimer le cinéma. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai jamais eu la moindre distance ou le moindre mépris avec les blockbusters ou les gros films, qu'ils soient américains, français ou autres, parce que c'est vraiment de là qu'est venu mon amour du cinéma. Et c'est vrai que grâce à certaines mairies communistes des années 70-80, il y a eu, notamment dans le 93, un certain nombre de maisons de la culture et de cinémas un peu plus pointus qui ont ouvert. Et à partir de, je sais pas, 12-13 ans, ma mère a commencé à m'emmener beaucoup à l'espace Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, au cinéma Louis Daquin de Blanc-Ménil, au Jacques Tati de Tremblay. Et là, tout d'un coup, j'ai vu d'autres films. Alors, ils avaient aussi une programmation où certains films commerciaux passaient, mais il y avait toujours une plus petite salle où là, j'ai commencé à voir d'autres choses. Et le premier de mémoire, en tout cas le choc qui me fait faire un virage à 180 degrés, c'est Rendez-vous de Téchiné. Ça, c'était vraiment le choc absolu. Et puis, assez vite, je me souviens qu'il y a eu Rusty James de Coppola, il y a eu des films comme ça, qui n'étaient pas forcément des films extrêmement pointus d'ailleurs. J'en ai vu des bien plus pointus plus tard, mais c'était déjà complètement autre chose pour moi. C'était vraiment la découverte d'une autre musique, d'une autre façon de jouer, d'une autre façon de filmer, d'une autre grammaire de cinéma, d'un autre affect, peut-être moins immédiat, plus profond.
Ça a été un choc énorme. Et tout en continuant, bien sûr, à aller voir Dune, Tarzan, etc. hein, mais quand même. Et c'est vrai qu'en parallèle, il y avait tout bêtement Télérama, quoi. Ma mère lisait Télérama, tu vois, et c'est fou ce que ça a pu être important pour moi, en fait, de la première fois que j'ai réalisé qu'on pouvait dire des choses de la vie, en fait, par le cinéma. C'était un choc énorme, en fait. Euh, et, et alors, j'ai commencé à faire des fausses critiques de Télérama, tu vois. Non, mais je faisais des classeurs, je découpais le petit bonhomme. Et j'étais très, 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 très sérieux avec ça. Je copiais toutes leurs formules, tout l'aspect verbeux, tu vois, de certains critiques jusqu'au grotesque, quoi. Mais j'ai tellement aimé ça. Et d'ailleurs, critique est un métier que j'aurais absolument adoré faire, je pense. Et d'ailleurs, les quelques fois où j'ai écrit sur le cinéma, j'ai adoré ça et j'adore encore ça. On en parlera aussi. Ouais. Oui, je trouve que c'est ça. Je sais pas si ça l'est encore parce qu'effectivement la presse a tellement changé, etc. Mais c'est ou au minimum ça a été un métier extraordinaire. Et c'est vrai que ce que dit Bertrand sur Danet, le fait qu'il parle de lui, c'est évidemment ce qui est très touchant chez Danet, mais je trouve que c'est ce qui est très touchant dans la bonne analyse de film, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que à un moment, j'ai eu comme une boulimie d'art. Tu vois, ma mère me montrait la peinture, la sculpture, elle m'emmenait au théâtre, au cinéma. Alors, j'avais un choc immédiat pour le cinéma, mais j'aimais aussi les autres arts. Et puis, mon père étant antiquaire, j'avais cette sensibilité aussi sur les belles choses qui se développaient, et puis plein d'autres. Et j'étais comme... comment dire, assommé finalement par les possibles de la vie et par tout ce qui me paraissait passionnant et tout ce que j'avais envie de connaître, et j'avais envie d'être à la pointe de tout, j'avais envie de connaître tout, j'avais envie de connaître tous les mouvements de peinture, tous les peintres, tous les musées, etc. Jusqu'à peut-être comprendre quelque chose. J'ai toujours cette envie-là, mais en tout cas, elle est plus accablante dans le sens où il y a eu un jour où j'ai compris cette chose très simple, qui était qu'en fait, dans l'analyse d'un film, finalement, il y a de la philosophie, il y a de la poésie, il y a de l'autofiction, il y a de la littérature, il y a toute la vie. Il y a toute la vie. Et en fait, qu'on s'intéresse à l'analyse d'un tableau, qu'on s'intéresse à la scénographie du théâtre, qu'on s'intéresse à l'histoire, voilà. En fait, la quête est la même. C'est très simple, c'est très bête ce que je dis, mais ça, pour un adolescent, c'était une vraie révélation, en fait. Et je me suis rendu compte que le cinéma pouvait, entre guillemets, suffire à être ma recherche personnelle, métaphysique presque, artistique, esthétique, philosophique, politique. Le cinéma a ce truc extraordinaire de parler de tout. Ton médium pour aborder la vie, en fait. Complètement. Et c'est pour ça que je me retrouve aussi dans ce que tu as dit de moi au début, sur le fait d'être le même spectateur que cinéaste. C'est un truc que je sens totalement aujourd'hui. C'est le même, c'est pas le même acte, mais c'est le même... le même élan. C'est le même élan, ouais, complètement. Apprendre ou faire, c'est pareil. Mais on va revenir sur tout ça, c'est bien parce que tu as résumé à peu près tout l'épisode en quelques mots. Et donc on va... Alors, à la semaine prochaine. Mais on va commencer tout de suite par rentrer vraiment directement dans le cinéma, puisque notre première question, c'était si tu étais un mensonge au cinéma, lequel serais-tu ? Et tu nous as répondu par le cinéma lui-même. Oui, parce que c'est quelque chose que alors, pas forcément que je dis souvent, mais que j'ai souvent pensé et que là, je dis un peu plus souvent en ce moment, puisque je viens de faire un film avec une grande star, avec Virginie Fira. Et alors, c'est drôle parce qu'à une des toutes premières projections du film, je crois que c'était à Valenciennes, il y avait une spectatrice absolument en larmes qui prend le micro et qui me dit « Moi, ma question, c'est de savoir comment va Virginie Fira ?» Parce que c'est tellement intense, comment s'est-elle remis ? Alors, je l'ai rassurée, je lui ai dit quand même que Virginie allait globalement plutôt très bien et qu'elle s'était parfaitement remise et que c'était quand même un travail. Mais l'ampleur de sa réaction m'a frappé parce que c'est vrai que moi, c'est pas du tout à cet endroit-là que je prends le cinéma et je suis toujours étonné, peut-être même un peu, pas forcément déçu, mais en tout cas déstabilisé quand j'entends des gens sortir d'un film en disant « Ah, on y croit tellement qu'elle est, je sais pas, boulangère. Ah, on n'y croit pas du tout, dans le rôle de policier, etc. » Et c'est un truc qui m'a toujours arrêté parce que, alors moi, ça n'a jamais été sur la croyance. Absolument jamais.
c'est au contraire sur le jeu, sur l'artifice et donc potentiellement sur le mensonge. Ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'en parle un peu plus là depuis que je présente Madeleine Collins, ce qui m'intéresse avec une star par exemple, c'est qu'on n'y croit pas. C'est ça qui m'intéresse, c'est précisément ça. À quel moment on oublie Virginie Efira? Jamais. C'est pas parce qu'on n'y croit pas que l'émotion n'est pas entière, juste, pleine, comment dire, révélatrice d'un monde, de choses en soi. Je dirais même que c'est par l'artifice qu'on accède à ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je sais pas, j'ai souvent l'exemple, par exemple, de Greta Garbo dans La Reine Christine. Il n'y a pas une seconde où on peut imaginer Greta Garbo et reine de Suède, je pense. Ou alors c'est qu'on a peut-être un problème, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir Greta Garbo et de me dire à chaque plan, c'est Greta Garbo, et de la voir dans les plus belles robes du monde, et manger des raisins, et quitter la Suède pour... voilà, sur ce... Et d'ailleurs, sublime mensonge, le plan final de La Reine Christine, quand elle est à la proue du bateau et qu'elle a tout perdu, son amant, son royaume, sa vie, et qu'elle part vers l'Espagne, la direction d'acteur de Ruben Mamoulian pour Greta Garbo était soit vide. Et alors que c'est le visage le plus plein, quelque part, de toute l'histoire du cinéma. On lit tout sur son visage. On lit la perte de son amant, on lit la perte du royaume, on lit tout. On lit une vie qui a été... Voilà, qui s'arrête... Enfin, en tout cas, dont une énorme portion s'arrête à cet instant, qui va vers l'inconnu. Et donc là, voilà, c'est un premier mensonge, ce visage. Et pourtant, c'est un mensonge sublime. C'est vrai, il y a aussi Maria Callas dans Médée. Ça me parle beaucoup aussi, parce que... Et t'en parles beaucoup aussi comme zone de plaisir. Totalement. C'est le plaisir du jeu. C'est le plaisir aussi de se dire que quelqu'un qu'on peut aimer, donc d'une façon très particulière, parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas Greta Garbo, on ne connaît pas Maria Callas, mais c'est des gens pour lesquels on développe une sorte d'affection irrationnelle. C'est aussi très fort le cas pour Virginie, qui a une très, très forte proximité avec son public. Les gens ont l'impression de la connaître. Elle paraît proche, elle paraît accessible. Mais de fait, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et ces gens, on les voit, oui, dans le plaisir du jeu. On voit Maria Callas accepter l'idée qu'elle pourrait tuer ses enfants, par exemple. Là, c'est en l'occurrence un jeu violent. Mais ce qui est fascinant, c'est d'imaginer cette femme dont on connaît toute l'histoire, qui n'est pas actrice, qui en plus ne chante pas dans le film, accepter cette éventualité, dire cette chose-là sur l'amour, aux yeux du monde, devant tous et toutes. Et de le rendre juste. Et de le rendre juste, voilà. Et cet artifice me plaît énormément. Et c'est intéressant parce que même dans les documentaires, avec des guillemets bien sûr, que tu as cités dans cette réponse, tu as choisi des films qui s'amusent, qui jouent avec l'artifice. Et peut-être que le film qui condense le mieux cette idée, c'est Documentaire d'Agnès Varda aussi. Avec le titre. Documentaire, déjà, c'est quand même un des plus beaux titres, je trouve, de toute l'histoire du cinéma. Et puis, oui, je suis très touché, moi, souvent par les cinéastes comme Chantal Akerman, comme Agnès Varda, comme Barbet Schroeder, qui vont du documentaire à la fiction et qui amènent du documentaire dans la fiction, de la fiction dans le documentaire, ou Herzog, évidemment, aussi. Qui trouble vraiment les deux, en fait. Qui trouble. La vérité n'a rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est l'émotion du cinéma, c'est pas les faits, c'est pas le comptage, c'est pas voilà. Les documentaires de Herzog, par exemple, je pense aux Cloches des Profondeurs, qui est, je crois, un de ses plus faux. Je crois que c'est un de ceux qui est le plus imaginaire. Oui, il a vraiment demandé aux gens de se mettre à plat ventre sur le lac gelé, voilà, où il se passait absolument rien en vrai, en fait. Mais la puissance de ce qu'on imagine, total mensonge, est bien plus magnifique que si c'était vrai. Ça n'a aucune importance que ce soit vrai. Ce qui est important pour moi, ce qui est important dans le monde, c'est la beauté, c'est la poésie. Là, pour le coup, c'est vraiment le b.a.-ba pasolinien, mais c'est le citoyen poète, quoi. Tu nous donnes une transition toute trouvée pour la seconde question. Parce qu'on t'a demandé une image fixe au cinéma. Et tu nous as parlé du regard caméra de Silvana Mangano dans Oedipe Roi de Pasolini. Ouais, c'est vrai. Alors, et après l'avoir écrit, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait une image fixe. C'est intéressant, c'est ce que j'allais te demander, parce que c'est un regard caméra, et donc
qui bouge, qui est un peu tremblant quand même. Qui est un peu tremblant, mais surtout ce qui est extraordinaire, c'est justement ce mouvement de ses yeux. C'est-à-dire qu'elle est en train de regarder l'enfant, qu'elle est en train d'allaiter. Et tout d'un coup, cette chose inimaginable, alors là, pour le coup, on est au cœur du mensonge du cinéma. Elle lève les yeux et elle regarde le spectateur et la musique s'emballe. Et c'est pour moi un des plus beaux plans de toute l'histoire du cinéma. En plus, c'est Sylvana Mangano, donc voilà. Mais je trouve absolument extraordinaire d'aller interroger ces frontières-là, qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec le vrai. Pasolini, à ce moment-là, sait très bien qu'il peut faire ce qui, a priori, est la chose qu'on ne fait pas au cinéma. On ne regarde pas la caméra. Puis c'est par là que l'émotion passe, en fait, aussi. C'est vraiment quand elle nous regarde. Totalement. Totalement. L'émotion est inouïe à ce moment-là. Elle est extrêmement forte et elle ne sort pas du film. C'est ça qui est extraordinaire. On peut tout casser, on peut casser le décor, on peut refaire la scène avec les acteurs, on peut regarder la caméra, ça ne casse pas le film. Pour moi, les débats sont parfois au mauvais endroit, c'est-à-dire que ce qui casserait, c'est pas le procédé, jamais. Ce qui casse, c'est quand c'est mauvais, quand c'est mal fait. Pour moi, c'est pour ça que c'est uniquement qualitatif, en fait. Aucun procédé n'est proscrit, interdit ou pas conseillé ou quoi. Tout est recommandé. C'est vrai. On est juste condamné à la qualité, par contre. il faut qu'il se passe quelque chose d'inouï, par contre. C'est ça. Et justement, je trouve que si tu as peut-être répondu par cette image qu'on t'a demandé une image fixe, c'est que l'image est tellement marquante qu'elle reste en tête pendant tout le film, en fait. Ah oui, j'ai l'impression oui. qu'elle imprime vraiment le film dès le début. Totalement. Et puis après, il y a aussi... C'est toujours différent aussi pour les spectateurs cinéphiles et les spectateurs occasionnels. J'ai l'impression que cinéphile, pour moi, ce que ça veut dire, au-delà d'une certaine fréquence, d'aller au cinéma peut-être plus souvent qu'un spectateur occasionnel, pour moi, cinéphile, ce que ça veut dire, c'est que l'autour du film compte. Là où le spectateur occasionnel se moque en général de ce qui est autour du film, c'est-à-dire la carrière du réalisateur, de la réalisatrice, des acteurs, des actrices, du contexte, du pays, etc., de est-ce qu'ils se sont bien entendus, pas entendus, est-ce qu'il y a eu une tornade, est-ce que je sais pas quoi. Le spectateur occasionnel s'en moque, il voit un film. Le cinéphile, je pense, inclut ça dans le film. Il a une affection, une aversion pour des cinéastes, il a un suivi, pas un suivi, il sait comment les choses se sont passées, il sait que Maria Callas et Pasolini sont amis, il sait que le regard de Sylvana Mangano est vers le spectateur, mais il est aussi vers Pasolini, il sait que Ninetto Davoli était l'objet de son désir, etc. Là, je parle de Pasolini, mais on pourrait parler de Sabine Azema et de René, de Gina Roland, et pas forcément d'histoire d'amour. D'ailleurs, on peut aussi parler d'histoire de haine, on peut parler d'histoire politique, on peut parler etc. Mais je pense que le cinéphile, c'est celui qui inclut ça aussi dans sa vision du film. Qui fait habiter la vie extérieure dans le film aussi. Ouais, complètement. Ouais. On t'a demandé en dernière petite question du portrait si tu étais un monstre au cinéma, lequel serais-tu? Et là, tu nous as parlé de 4 films chocs du tournant vers les années 2000. Est-ce que tu peux nous en parler de ces 4 films? Parce que je pense que tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens. Oui, sur le moment, j'ai pas forcément identifié 4 chocs simultanés, mais c'est à rebours, quelques années après, je me suis rendu compte à quel point ces 4 films-là avaient été marquants pour moi. C'était O Fantasma de João Pedro Rodrigues, Incassable de Shyamalan, Trouble Every Day de Claire Denis et The Hole de Sammy Liang. Et des films très très différents quand même, tous. Pour moi, pas du tout différents. Dans les genres, comment on pourrait les classer? Dans les genres, classique. Dans leur nationalité, dans leur rythme, peut-être différents. Dans leur économie aussi, beaucoup. Mais pour moi, le point commun, c'est vraiment le corps animal, la monstruosité au sens le plus affectueux du terme. Moi, c'est un terme qui me poursuit. J'aime passionnément les monstres, le concept du monstre. Et ces 4 films-là étaient des films de monstres complètement hors des codes du genre, avec éventuellement quelques codes restants pour encore tenir un fil au film de monstres, mais c'était 4 films complètement ancrés dans le réel, donc de la vie nocturne à Lisbonne pour
pour cet éboueur qui va renifler les poubelles, sentir les vieux slips sales. C'est ça, au fantasma. Au fantasma, voilà. Qui veut bien sûr dire le fantôme, mais pas du tout le fantasme en portugais. Et qui est aussi un film qui a une forte résonance par rapport à la cinéphilie quand le personnage termine dans les décharges publiques et qu'il est entièrement en costume de vinyle, c'est totalement une créature et on ne peut pas ne pas penser à Irma Vep dans Les Vampires, c'est sûr que c'est très présent. Mais voilà, la réalité de la nuit lisboète, ce tournage vraiment en décor naturel, réaliste, la petite économie, etc. C'était un grand choc que ce soit quand même un film de créature, un film de monstre, un film de fantôme. Les maisons de banlieue de Claire Denis, il me semble qu'avec Agnès Godard, elles avaient beaucoup été influencées par les photos de Jeff Wall et ces maisons en briques rouges, etc. Et finalement, ce que c'est que le quotidien d'un monstre qui se retrouve enfermé dans ce qu'il y a de plus banal. Dans ce qu'il y a de plus banal, dans ce pavillon dont on a bloqué les portes à coups de planches clouées et où elle se retrouve dans des terrains vagues, une esthétique, je ne sais pas s'il a vu le film, mais en tout cas qu'on retrouve dans Under the Skin 20 ans plus tard, le film de Glazer. Énorme choc, film absolument sublime de mise en scène, d'implication de Béatrice Dalle, de musique, de lumière d'Agnès Godard. Enfin, pour moi, c'est vraiment ces films qui ont une grâce absolue sur tout. Ça, c'est énorme choc. Je crois que le film est de la même année, 2000, voilà. Ouais. Incassable aussi, énorme choc aussi pareil en fait, de prendre le monstre par un micro-bout de réel qui est un micro-bout, c'était un peu plus spectaculaire parce que c'est un accident de train, mais un rescapé qui du coup se demande s'il est incassable, s'il a un super pouvoir, etc. Et là, Shyamalan qui au fil du film récupère quelques codes du film de super-héros, mais toujours de façon décalée, c'est-à-dire que la capuche, la cape, chez lui ça va être un kawaii, etc. Et on voit les objets et le look se constituer élément par élément, mais qu'avec des choses du réel. On n'est jamais dans Batman, etc. Je trouvais le film extrêmement puissant sur ça. Quant à The Hall, qui est peut-être moins un film de monstre, là pour le coup, il y a plus en avant la comédie musicale et le désir qui passe à travers le trou. Il y a quand même peur. C'est aussi très oppressant, très très étrange. Il est monstrueux le film. Il l'est, mais il y a aussi toutes ces scènes de marché de nuit où on voit des hommes en fait grouillés comme des cafards dans le sol des stands fermés la nuit, etc. Et là aussi, je me disais, mais quelle vision extraordinaire. Et Sammy Liang était un grand choc pour moi, même avant The Hall, notamment La Rivière. C'est vraiment peut-être la première grammaire de cinéma que n'ayant pas fait d'école, j'ai eu envie de copier. Parce que moi, je crois beaucoup au copier-créer. On copie au départ. Et tu nous as dit aussi, moi je voulais savoir quel était le rapport que tu avais avec la figure du monstre au cinéma, parce que tu nous as dit que quand tu avais découvert ces films, tu avais ressenti une grande jalousie aussi. Ah oui, j'étais vert de jalousie, absolument. Oui. Ah bah oui, mais c'est ça. Moi, j'adore cette jalousie. C'est une jalousie moteur. Ah non, quand je suis jaloux, pour moi, c'est un très très bon signe. C'est que vraiment j'aime passionnément. Ah non, mais oui, moi je me jetterais par la fenêtre pour avoir réalisé Trouble Every Day ou ah bah oui. Dans cette partie consacrée aux circonstances et conditions de visionnage, Antoine nous raconte une expérience fondatrice de sa cinéphilie, celle de son premier festival de Cannes à l'adolescence, durant lequel il voyait pas moins de 5 films par jour. Mais oui, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, je me souviens plus. Et j'avais réussi à avoir une accréditation par une obscure radio qui existait à peine. Enfin bon, bref. Mais étonnamment, cette accréditation m'ouvrait toutes les portes. Donc j'ai pu voir énormément de films. J'étais tout seul à Cannes, ne connaissant absolument personne. Et donc j'ai vu 5, 6, 7 films par jour pendant une dizaine de jours.
Et au bout de, je sais pas, peut-être 3 ou 4 jours, j'ai eu une sorte pas de décrochage, mais de craquage total. Je pleurais en permanence, j'étais complètement à fleur de peau et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, 5, 6 fois par jour, je m'identifiais à des personnages, à des histoires, souvent intenses dans les films qu'on voit à Cannes, et que j'étais complètement chamboulé. J'étais à vif complètement. On me demandait de tenir une porte, je fondais en larmes. On me parlait, je fondais en larmes, ou je riais hystériquement. Enfin, j'étais complètement, complètement clinique, quoi. Et c'était très étrange parce que je crois que mes parents avaient réussi à trouver un appartement pour moi d'un ami à eux, alors à Cannes-la-Boca, donc c'était quand même à 7 ou 8 kilomètres du palais. Et j'avais pas d'argent, pas de taxi, pas de rien, donc je faisais ces 8 kilomètres tous les matins et tous les soirs, tout seul, en pleine nuit, après tous ces films. Et j'arrivais donc dans une tour gigantesque où j'étais le seul. C'était comme, oui, c'est ça que je t'ai marqué, c'était comme dans Buffet froid. Voilà. J'étais terrorisé et j'avais tellement peur que j'avais effectivement mis tous les meubles autour du canapé, j'avais tout ramené, les plaques chauffantes, ma brosse à dents, j'avais tout ramené pour ne vivre que sur le canapé et n'aller dans aucune pièce de cet appartement. J'étais terrifié. Et c'est vrai que c'était des moments très forts. Je me souviens de découvrir La captive du désert de Depardon, Hidden Agenda, voilà, des films comme ça. Et parfois, être dans cet état second ou même dormir des fois dans des films. Et je me souviens notamment d'un film russe dans lequel je dormais à moitié et mon cerveau traduisait le russe en anglais. Donc ça devenait une espèce de gloubi-boulga dont je me faisais une histoire qui n'avait rien à voir avec le film que je voyais. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, après cette expérience, je me suis dit, alors, voir plein de films, super. 5 par jour, peut-être un peu trop. Et bien pour continuer, alors pas sur les salles de festival, mais plus sur les salles de cinéma, on t'a demandé quel était ton rapport aux salles de cinéma de manière un peu plus large. Et tu nous as cité beaucoup de salles de cinéma, qu'elles soient françaises ou étrangères, et tu nous as notamment parlé des salles de cinéma de ton enfance, où tu avais découvert un peu tes premiers chocs de cinéma. Et tu nous as dit aussi autre chose, tu nous as dit que tu avais eu la chance de pouvoir aller au cinéma pendant le confinement. Et c'est quand même une grande chance. Alors moi, j'aimerais savoir, ça fait quoi d'aller voir des films au cinéma alors que... Enfin, on peut pas, quoi. J'avoue que c'est une des rares fois où j'ai accepté un privilège. Parce que ouais, j'ai du mal avec les privilèges. Et là, j'avais besoin de voir des films. Voilà. Et au bout de quelques semaines de confinement, je me suis rendu compte que je continuais à recevoir les mails notamment de Karine Durand, qui est attachée de presse, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui continuait volontairement, politiquement, avec acharnement ses projections de presse, des films sur lesquels elle travaille. Et du coup, je l'ai appelée, je lui ai demandé si je pouvais venir, n'étant pas moi-même journaliste. Elle m'a dit bien sûr. Et à partir de là, j'y suis allé 1 à 2 fois par semaine pendant presque toute la durée de la fermeture des salles, avec ce truc génial de ne pas du tout savoir parfois ce que j'allais voir. Et donc, j'ai vraiment découvert des films que peut-être j'aurais pas été voir, des bonnes surprises, des mauvaises surprises, mais dans ce cinéma qui est le cinéma des projections de presse, qui est le Club de l'Étoile à côté de l'Étoile. Et oui, je sais pas, ça prenait peut-être encore plus de valeur, quoi. C'était fort. En plus, j'y allais à pied. J'avais presque 1 heure à pied de chez moi et aller et retour. Et c'était dans ce Paris vide. Je sais pas. C'était fort. Mais alors justement, pour parler de ta pratique plus quotidienne de la salle, tu nous as dit quelque chose d'assez joli aussi, je pense, qui illustre ton rapport aux salles de cinéma. Tu nous as dit que tu allais beaucoup à pied au cinéma, que tu en revenais beaucoup à pied aussi pour pouvoir digérer les films. Ouais, c'est pour ça que on me prend souvent pour un Parisien snob parce que je veux absolument pas habiter en banlieue. Alors déjà, j'y ai habité 21 ans, mais au-delà de ça, je supporte pas en fait de pas pouvoir aller au cinéma à pied. Alors à Aulnay-sous-Bois par exemple, je pouvais quand même aller
à l'Espace Prévert, mais tout ne joue pas forcément dans un cinéma. Et c'est vrai que là, j'habite à la Goutte d'Or et c'est tellement merveilleux d'aller au Luxor, d'aller au cinéma des cinéastes, ou quand j'ai plus de temps, je vais jusqu'au Reflet Médicis, je vais à Odéon, etc. Et ça fait partie du plaisir pour moi, d'y aller, de savoir que j'y vais, me dire, ah voilà, je vais voir tel film, et d'en sortir et d'avoir ce temps-là, d'avoir ce sas aussi pour y repenser, pour revenir à toi aussi peut-être. Pour revenir à moi, pour le laisser vivre, pour le laisser infuser, m'irriguer de ce qu'il a. Je sais pas, je me souviens de films où le film lui-même était un choc, mais la sortie du film était aussi un choc. Je sais pas comment dire, mais je me souviens par exemple de The Yard, le film de James Gray, qui m'avait complètement bouleversé, et la sortie du film, je m'y vois encore, elle est autant importante pour moi que le film quelque part. Je me souviens, j'avais moi-même envie de m'évanouir dans la rue comme Faye Dunaway pendant le film, comme un acte esthétique. Je sais pas, je souhaitais m'évanouir presque. Comme si, à la fois sous le poids de mon émotion lié au film, et à la fois comme un acte cinématographique de rue. Je sais pas comment dire, tu vois. Si, tu dis que le film continue à infuser en toi, en fait, après son visionnage. Oui, puis il te donne aussi envie de faire des choses folles, des choses hors du code social, des choses purement belles. Et puis c'est comme si tu étais encore un peu dans la fiction, c'est comme si le film t'avait un petit peu parasité, donc tu étais ailleurs encore. Complètement. T'es ailleurs et t'es quelqu'un d'autre aussi. Et moi, j'adore les mélos, j'adore, tu vois, et j'adore qu'il y ait le temps après pour que ces choses-là te prennent complètement. Et un mélo, c'est triste, mais t'es pas triste de ressentir cette tristesse-là. C'est une tristesse qui fait du bien. Qui fait du bien. Dans cette troisième partie consacrée à la mémoire et au sommeil, Antoine Barraud évoque sa mémoire liée au cinéma en fabriquant un concept original adapté à sa cinéphilie, celui du spectateur-réalisateur. Dans la mesure où j'ai pas fait d'école, encore une fois, les films que j'ai vus, c'était ça mon école, et c'est aussi peut-être ça qui a créé cet attachement fort pour les cinéastes. C'est qu'ils ont été totalement mes professeurs. Je n'ai appris le cinéma que par les films que j'ai vus, et aussi un peu avec les critiques, justement, comme je disais tout à l'heure, qui m'ont aussi appris à décortiquer. Mais après, on s'émancipe aussi de la critique. Et on en pense des choses par soi-même. Et puis après, on fait des films. Et là, on se rend compte aussi de ce que c'est qu'un mouvement, qu'une focale, qu'une direction d'acteur, etc. Mais oui, ça fait donc maintenant, depuis mes, 15 ans, que je vois à peu près 200 films par an en salle, ce qui est quand même beaucoup. J'en vois de moins en moins chez moi. À un moment, j'en voyais beaucoup. Et, en fait, vraiment, j'aime aller au cinéma. Mais oui, ça continue à être là que j'apprends, tout simplement. Donc, c'est pour moi, c'est... Et j'ai de plus en plus de mal à entendre des cinéastes qui disent que je vais pas au cinéma, ou oh là là, c'est compliqué, ou je verrai ça autrement, ou ces films à lui, je les trouve nazes. Mais moi, il y a des gens, je trouve leurs films nazes, et puis un jour j'y vais et j'adore. Et inversement, des gens que j'adore qui font un film horrible. Donc je vais pas tout voir, j'ai des limites, mais je vais voir beaucoup, dans beaucoup de genres, effectivement, comme tu disais, de l'expérimental. Ça m'arrive d'aller à des soirées scratch, cinéma différent ou quoi. Mais je vais aussi voir les Marvel, etc. Et je vais toujours voir les films de cinéastes que j'aime pas. Toujours. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis, de toute façon, c'est quand même intéressant. Oui, après... tu nous disais que tous les cinéastes avaient été tes professeurs, les bons comme les mauvais. Bah oui, parce que moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'être marqué, influencé ou même stimulé par un film que je trouve raté. Par exemple, je me souviens d'un Bertolucci, qui par ailleurs a fait des très beaux films, hein, mais je me souviens d'un Bertolucci très raté qui était Le Thé au Sahara.
qui est un film qui m'a poursuivi très longtemps parce que je me suis dit, ok, c'est raté dans le film, mais quelle idée extraordinaire de changer de personnage principal au milieu du film. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qu'il faudrait réussir et que j'ai toujours en tête. J'aimerais faire ça un jour. Enfin, j'ai un scénario d'ailleurs comme ça que pour l'instant j'ai pas fait, mais donc oui, on ne sait pas du tout d'où. Et puis même, moi je suis très geek sur les acteurs et les actrices, donc de toute façon, on peut tout à fait repérer quelqu'un, même au 14e plan derrière. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est intéressant. Et puis il y a aussi des gens. À partir du moment où il y a un univers, même si l'univers me parle pas, encore une fois, je trouve ça citoyen d'aller voir parce que sinon il faut pas se plaindre après si tout ressemble à tout, quoi. Il faut aller voir. Moi, j'entendais des gens qui faisaient la fine bouche au moment de, je sais pas, de Holly Motors. Ah non, je m'en fous, etc. Eh ben, voilà. Mais s'il y a plus ça, enfin. Voilà, moi je demande à personne d'adorer Holly Motors, mais je trouve qu'il faut y aller et il faut aller voir les Guiraudy, il faut aller voir les Pedro Costa, il faut aller voir les Viraceta Cool. Enfin, quand je dis il faut. Moi je trouve, enfin, quand on est cinéphile, quand on en a quelque chose à faire, on peut pas d'un côté se dire ah là là tout se ressemble et ne plus aller voir ces films-là. Ces films-là sont les films qui ont besoin de la salle. C'est pas. Bien sûr, c'est bien de voir un Marvel quand il est bien dans une grande salle, mais le film qui en a le plus besoin, finalement, c'est plutôt le Pedro Costa, en fait. Parce que celui-là, il est très dur à regarder en vidéo ou en ordinateur, voire impossible. C'est des durées qu'on n'arrive pas à regarder chez soi, parce qu'on a besoin de la salle, on a besoin de ce temps qu'on y consacre, on a besoin qu'il n'y ait personne en train de faire la vaisselle et des gamins qui courent et la sonnerie et le facteur et je sais pas quoi. C'est Pedro Costa qui a besoin de la salle, plus que Marvel. C'est ça. Et moi, j'aimerais juste qu'on revienne à quelque chose que tu avais dit dans ta réponse. Tu avais dit que tu aurais pu, même à un moment donné, tu étais vraiment un adorateur de la critique. Et c'est même un métier que peut-être tu aurais bien aimé faire. Donc, tu nous reparlais de cette anecdote de quand tu refaisais ton Télérama enfant. Et je voulais savoir s'il y a des textes qui t'avaient beaucoup marqué, qui avaient été un peu pivot dans ta cinéphilie, parce que tu nous as aussi dit que certains textes avaient pu t'emballer ou même te scandaliser, en fait. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de textes précis ou pas du tout ? Bah, peut-être le premier qui m'a complètement sidéré, c'est le texte de Raymond Bellour sur la mort aux trousses, qui était sorti dans un recueil qui, je crois, s'appelait Ciné-Psychanalyse, je ne sais plus exactement. Alors, c'était vraiment une étude, voilà, c'était vraiment sous l'angle de la psychanalyse. Aujourd'hui, c'est pas forcément des choses qui vont me parler autant, mais oui, c'était complètement extraordinaire de voir qu'un film d'Hitchcock, qui a priori est un film à grand spectacle et qui, pour moi, adolescent, voilà, ce qui était beau dans Hitchcock, c'est Cary Grant, c'est Eva Marie Saint, c'est le Mont Rushmore, c'est l'intrigue. J'avais pas imaginé que c'était un film sur la castration. J'avais pas imaginé la puissance de l'image du tout petit rasoir. J'avais même pas vu le fameux train qui rentre dans le tunnel à la fin. Bon, ça mais donc oui, ça c'était vraiment je crois le premier texte qui m'a ouvert les yeux. Tu vois, c'est très basique, hein, c'est pas enfin pas que Raymond Bellour soit basique, pas du tout, mais je veux dire ce texte-là, il était très quelque part simple, c'était une approche simple, psychanalytique. Après ça, là, comme ça, je sais pas, mais il y a eu, sans forcément que ce soit de la critique, mais notamment les entretiens entre Cyril Néra et Pedro Costa dans le livret dans la chambre de Vanda. Oui, ça, c'était un choc énorme aussi, quand Pedro Costa raconte qu'il a éteint la lumière justement pendant le tournage de Ossos, parce que finalement, c'était une aberration. Faire semblant de faire un film qui parle de gens d'un milieu social et qui est en train de tourner chez ces gens à 5h du matin en les empêchant de dormir avec des projecteurs qui éclaboussent partout et qui passent sous leurs volets, sous leurs pas de porte. Ces gens qui sont évidemment ceux qui vont se lever à 5h du matin parce qu'ils sont ouvriers, femmes de ménage, etc. D'un coup, son tournage n'avait éthiquement aucun sens en fait. Et là où le cinéma, c'est souvent allumer la lumière, pour lui, le cinéma, c'était éteindre la lumière. Et il l'a jamais réallumé, en tout cas, pas pareil. Et si maintenant il y a un truc qu'on retrouve tout le temps chez Pedro Costa dans toutes les critiques, c'est la lumière noire. Et c'est vrai.
Il a trouvé quelque chose sur ça, et ça, je trouve ça assez bouleversant. Même si là, en l'occurrence, le texte n'était pas une critique, c'était quand même un entretien avec Cyril Néra, qui lui-même est critique. Oui, ça reste de la critique, oui. Mais voilà, donc c'est des textes, pour moi, très, 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 très importants. Ouais. Alors, on va continuer dans cette rubrique Mémoire et sommeil avec une autre question qu'on t'a posée. On va faire un petit bond dans le temps, là aussi, parce qu'on t'a demandé un choc enfantin dont tu ne t'étais jamais remis, et tu nous en as cité plusieurs. Est-ce que tu te souviens desquels Attends, qu'est-ce que j'ai pu te Tu dire? nous as parlé de Tarzan et de Dune, et avant tout cela, de Pinocchio, Ah du oui. ventre de la baleine. Et de Ferris Bueller aussi. Ah oui, Voilà. oui. Bah oui. Oui, non, je crois que Pinocchio, je crois que c'est le premier film que j'ai vu, il me semble, au Rex. Je me souviens que d'un choc émotionnel, visuel. Je peux pas vraiment me souvenir de phrases. Je crois que j'avais 3 ans ou 4 ans, tu vois. Donc, c'est juste une image qui est restée extrêmement forte. J'ai l'impression que les premières fois que je me dis quelque chose de l'ordre d'une phrase d'un film qui va au-delà d'un choc visuel, c'est Tarzan, c'est Greystoke. Je me souviens voir ce film et ne pas supporter la fin, mais au point là encore de m'évanouir. Le choc était trop fort, tu vois. Je pense qu'à quelques années près, c'est un peu ce que d'autres ont vécu avec Le Grand Bleu de Luc Besson, qui moi, du coup, j'étais plus là-dedans, quoi. Mais puis j'aimais pas ce film spécialement. Mais Greystoke qui est un petit peu la même fin finalement, sur une sorte d'homme animal qui finalement va replonger à la fin, mais qui a entre-temps été désanimalisé, donc va-t-il survivre? Dans les deux cas, il abandonne son amour pour Jane ou pour Rosanna Arquette dans l'autre. Mais Greystoke me touchait beaucoup plus. Ouais, le rapport aux autres singes, oui, voilà, en parler maintenant, c'est un peu ridicule, mais je l'assume totalement. Ouais, le papa singe, la maman singe et tout ça, quand il les amène à Londres, enfin, c'est d'une cruauté totale. Puis d'une innocence aussi. D'une innocence absolue. Et puis, voilà, ce petit garçon qui devient un homme animal, je sais pas, je trouvais ça Un incroyable. peu un monstre. Totalement un monstre. Et je pouvais tellement pas supporter cette fin. Enfin, elle me déchirait le cœur tellement que j'ai été revoir le film un nombre incalculable de fois. Voilà, je me vois le voir dans la grande salle de l'espace Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois. Je ne pouvais pas arrêter de le voir, comme si la fin allait changer et que j'allais enfin aller mieux, du coup, être moins bouleversé. J'étais comme les tripes à l'air, le ventre ouvert. Je pouvais rien faire de cette émotion tellement colossale. Et c'est marrant parce que parfois, dans les interviews, on me demande un truc que je trouve tellement à côté de la plaque, pardon, qui est est-ce que vous pouvez résumer votre film? Parfois, il y a des interviews qui commencent comme ça. Et alors ça, j'essaie de pas être diva et de pas être odieux, mais vraiment, cette question, elle est pas possible. Enfin, non. Je ne peux pas et je ne veux pas résumer mon film. Et si j'ai fait un film, c'est justement parce que je peux pas le résumer, en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre du non grammatical dans l'émotion qu'on peut ressentir devant un film, là encore, comme spectateur et comme cinéaste. Quand c'est pour moi la même chose. L'émotion à la fin de Greystoke est la même boule d'indicible que ce qui est à l'origine d'un film que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, c'est justement, s'il y avait des mots, j'ouvre un cahier, j'écris ces mots, fin de l'histoire. Si j'ai pas de mots, alors peut-être c'est du cinéma. Si je sais pas dire pourquoi le flash qui me vient d'un film, que ce soit une image, une émotion, un visage, un son, etc., si je ne sais pas dire pourquoi mon ventre s'ouvre, se bloque, ma gorge se noue au contact de cette émotion, si je ne sais pas le dire, alors pour moi c'est du cinéma. Et ça vaut peut-être le coup de commencer à écrire quelque chose qui va être quelque chose qui tourne autour de ça jusqu'à ce qu'en approcher le plus possible, et ça passera par de l'écrit, du scénario, ça passera par des visages, ça passera par des décors, ça passera par la mise en scène. Et peut-être qu'avec toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, on arrivera à s'approcher de quelque chose qui, je pense, reste indicible en plus, mais est partageable.
et Visionnable. entendable, perceptible par d'autres gens que soi. Et ça, je trouve ça assez merveilleux, en fait. Et par exemple, Madeleine, il y a des gens qui me disent à la fin de Madeleine Collins qu'ils ne savent pas dire pourquoi. Et j'adore quand ils me disent ça. Parce qu'alors, ça s'est passé. Parce que moi non plus, je ne sais pas pourquoi ça m'émeut, Madeleine Collins. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de passer presque 12 ans de ma vie sur ce film. Je n'en sais rien. Je sais juste qu'il y a eu une boule comparable à celle de la fin de Greystoke, par exemple, qui me fait dire... Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à partager aussi. Et voilà. Et c'est pour ça que Greystoke, ça a été vraiment... je pense que c'est le moment où devient consciente l'envie de faire du cinéma. Vraiment. Pour sa carte blanche, notre invité revient sur un film qui lui est cher, Kramer contre Kramer de Robert Benton, et plus particulièrement sur une scène qui revient plusieurs fois au cours du film et qui dit beaucoup à travers des détails a priori insignifiants. Meryl Streep et Dustin Hoffman sont un couple avec un jeune enfant et Meryl Streep décide de partir, de quitter le couple et donc avec cet homme qu'elle quitte, elle quitte aussi son enfant. Et donc la scène est le premier matin, je crois, après qu'elle soit partie. Et donc Dustin Hoffman et le petit sortent chacun de leur chambre. Et il y a toute une succession de plans où tout foire, rien ne marche. Et il fait cramer les toasts, il se brûle avec la poêle en faisant les œufs, il fait tomber le bol à côté de la table. Son fils lui dit qu'il fait pas bien, la porte claque, rien ne marche. Tout est mauvais, il met le peanut butter à la place du beurre, il met la confiture à côté. Enfin, rien ne marche. Et c'est toute une succession de plans. Et puis après, pendant le film, la relation donc, de ce père complètement incapable, qui n'avait finalement jamais fait toutes ces petites choses quotidiennes avec son fils, va développer non seulement une proximité, mais une aisance dans ça. Et revient donc la scène du petit déjeuner beaucoup plus tard dans le film. Et tout d'un coup, c'est un plan séquence qui commence dans le couloir avec Dustin Hoffman et le petit qui sortent chacun de leur chambre de chaque côté du couloir, qui viennent vers la caméra. La caméra les suit. Et puis, tout s'enchaîne à merveille. Tout est fluide. Les toasts, les œufs, le lait, le peanut butter, le journal, le je sais pas quoi. Et on les amène à la table. Et c'est un plan séquence qui doit durer, je sais pas, peut-être 3 ou 4 minutes. Et c'est, pour moi... voilà, c'est la mise à nu de ce que peut faire et dire la mise en scène, tout simplement. Et c'est voilà, tout l'intérêt du plan séquence, c'est de montrer tout d'un coup la fluidité absolue dans laquelle le père et le fils évoluent et ce qu'ils ont atteint dans leur vie quotidienne. Et ce que le personnage de Meryl Streep va recasser puisqu'elle va vouloir récupérer son enfant après. Et après, ce film, il me touche particulièrement, et notamment par rapport à Madeleine Collins, parce que c'est un très grand rôle de femme, Kramer contre Kramer, même si elle est au second plan dans le film, c'est plutôt Dustin Hoffman le rôle principal, mais c'est quand même un film qui, dans les années 70, dans un film mainstream, un film à star, un film hollywoodien, montre quand même une mère qui abandonne son enfant, qui va essayer de le récupérer au risque de détruire ce qui s'est créé entre le père et le fils, et qui va le réabandonner à la fin. Abandonner entre guillemets, mais en tout cas qui va à nouveau choisir sa liberté. Et je trouve que c'est un rôle... Il y avait eu des femmes libres, il y avait eu Vanda, Barbara Loden, il y avait eu des choses comme ça, mais dans le cinéma mainstream, en tout cas, il n'y avait pas eu, je pense, un personnage féminin aussi fort, aussi pionnier, aussi libre. Et pour ça, Kramer contre Kramer, qui est un film... qu'on a tous vu 55 fois les dimanches de TF1. Ça fait film un peu galvaudé, voilà, on sait ce que c'est, on l'a tous vu 15 fois, etc. Et en même temps, c'est un film, je trouve, qui prête vraiment attention aux petites choses Exactement. auxquelles normalement on ne prête pas attention.
Et ça met vraiment le focus dessus. Et c'est pour ça qu'il est très très beau. Oui, et puis c'est un très grand film de mise en scène, on oublie, c'est pas que un film de sujet. Le sujet était très fort à l'époque, mais c'est un très grand film de mise en scène, c'est un très grand film, un peu comme ce que je disais du Clair de Nuit tout à l'heure, c'est aussi un film, c'est comme Image de Nestor Almondros, c'est Dustin Hoffman et Meryl Streep, pareil, dans un état de grâce absolu. C'est un choix musical incroyable aussi, là, ces espèces de... je crois que c'est des petites sonates de Vivaldi complètement sautillantes, alors que c'est un absolu mélo et que n'importe qui aurait mis des nappes de violon interminables. Là, on est sur des petites sonates ou du Scarlatti même, je sais plus. Enfin, c'est vraiment très enlevé, enlevé, très sautillant. Donc, c'est un choix musical hyper étonnant. Et puis, une attention à quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est le corps. Et je trouve que parfois, en France, on a, je trouve, pas assez d'attention au corps. On peut facilement être dans les têtes parlantes, en fait. Et je trouve le corps vraiment important au cinéma. Et là, par exemple, une scène, par exemple, de Dustin Hoffman devant son employeur, la seule façon dont il est complètement vautré sur le fauteuil face à son employeur dit « Je n'ai aucun doute sur ma place dans cette entreprise. Il n'y a aucun risque, je peux tout me permettre. » Il joue avec un bout de scotch pendant toute la scène. Et c'est génial déjà parce que le bout de scotch permet aussi à l'acteur de se détacher du texte. Donc les acteurs sont souvent meilleurs aussi quand ils ont quelque chose à faire de leurs mains ou de leur corps. La posture du corps dit quelque chose qui fera que 3 scènes plus tard, quand il est viré, c'est d'autant plus violent qu'il avait cette aisance dans le fauteuil. Et c'est au-delà du texte. Et j'adore les acteurs et les actrices ou les cinéastes qui les poussent à ça, parce que ça dit autant, voire plus, que le texte. Et quand Meryl Streep a les joues qui rosissent à la fin devant ce mur de marbre où elle lui dit finalement je vais pas récupérer notre fils, un peu comme les joues qui rosissent de Vicky Krieps dans Phantom Thread, c'est des choses extraordinaires, quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai travail sur l'incarnation, il y a eu un travail avec la maquilleuse, il y a eu un travail avec le chef-op, il y a eu un travail à la lumière, il y a eu une intention. Et ça, je trouve ça beau d'aller chercher des choses comme ça. Connaissant le goût d'Antoine pour le cinéma expérimental, nous lui avons demandé s'il avait un film à conseiller. Il a choisi le sublime Pink Narcissus de James Bidgood, un film secret et underground ayant pourtant influencé tout un pan de la culture mainstream. Oui, Pierre et Gilles, les premiers, effectivement, Exactement. qui sont directement influencés par le cinéma de Bidgood, qui est resté anonyme pendant très très longtemps, donc au point qu'on a cru que c'était Kenneth Anger qui avait fait ce film. Après, on a su, je pense, dans les années 90, que c'était James Bidgood, qui était terrorisé parce que c'était un film ouvertement homosexuel avec de la pornographie, etc. Mais ça n'en est pas moins un immense chef-d'œuvre. C'est un film absolument hallucinant, de beauté déjà, mais aussi c'est aussi une vraie libération. C'est aussi des premières images d'amour et de sexualité homosexuelle dans un contexte de poésie, en tout cas. Dans un contexte qui n'était pas de la souffrance, de la violence, des suicides atroces ou des je sais pas quoi. C'est une célébration de la beauté masculine, de la nudité. Et c'est filmé comme Cléopâtre dans son bain. C'est assez sublime pour ça. Même s'il y avait eu le film de Genet, bien sûr, Un chant d'amour, peut-être 10 ans plus tôt, un truc comme ça, je sais pas, dans les années 50. Mais qui était, même s'il y a aussi beaucoup de poésie et de beauté, c'était quand même un film sur l'isolement et sur l'empêchement de l'amour. Ça se passe en prison. Ça se passe en prison, voilà. C'est très beau, avec les pailles à travers les murs et tout ça, c'est sublime. Mais c'est quand même un petit peu un film sur l'empêchement. La réunion n'est que dans le rêve. Là où le film de Bidgood est complètement... c'est une sorte de péplum du sexe gay, c'est assez sublime sur ça. Ah oui, et c'est vraiment orienté par la contemplation, le plaisir de contempler du beau. Et c'est foisonnant dans ce sens, esthétiquement. C'est vraiment orienté par le plaisir, quelque part. Totalement. Aussi. C'est, je trouve, un des intérêts aussi du cinéma expérimental, c'est de se laisser justement guider
par le plaisir et surtout pas par des sujets, par des grammaires, par des durées. Pourquoi un film devrait faire 1h30 ? Pourquoi est-ce qu'il ferait pas 4 minutes, 6h20 ? L'expérimental est très libre par rapport à ça. C'est aussi un des derniers endroits où on explore les supports. On peut avoir envie de faire de la VHS, du Hi8, du Super 8, du 16, du 35, du 70, du digital, de la pellicule grattée, peinte. Les films peints de Brakhage, c'est quand même... c'est extraordinaire. Ou par exemple Assayas, à la fin d'Irma Vep, la pellicule grattée, on voit bien qu'Assayas c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le cinéma expérimental. D'ailleurs, il a fait un livre d'ailleurs sur Kenneth Anger. Mais quand on voit le Coppola le Dracula de Coppola, on voit très bien son influence de Bill Viola, etc. On voit qu'il reprend. Donc ça, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de sympathie pour les cinéastes qui ont cette curiosité-là, qui vont voir jusqu'à là le cinéma. Parce que l'expérimental, même si je ne suis pas forcément pour le mot expérimental, comme Noguès qui le barrait, parce que c'est du cinéma, point. Mais en tout cas, si on y met expérimental, c'est aussi pour une bonne raison, qui est que c'est quand même par des expériences que tout commence. C'est parce qu'un jour on essaye quelque chose que le reste est possible. Et donc c'est quand même un laboratoire génial et nécessaire. Et pour moi, c'est beaucoup plus qu'un laboratoire. C'est du cinéma, point. C'est pas moins du cinéma que le film de Coppola ou que n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas un film refuge dont nous parle Antoine Barraud, mais de toute une filmographie refuge, celle du cinéaste américain Vincente Minnelli, colorée, gourmande et digne des plus grands spectacles que notre invité a revu entièrement durant le premier confinement. Oui, Minnelli, c'est vrai que là, pour le coup, c'était le confinement. Après un long cycle New Hollywood, à revoir tous les Pakula, les Lumet, les Mike Nichols. C'était pas mal comme cycle parce que c'était un peu inattendu et il y avait plein de trucs super bien. Tout d'un coup, je me suis dit, allez, Minnelli, pensant y passer 5 jours, et j'y suis resté 3 semaines ou 4 semaines, je sais plus, et je suis pas arrivé au bout de ce que je voulais revoir ou découvrir, notamment The Clock, que j'avais jamais vu, un film avec Judy Garland en noir et blanc, qui est une pure merveille. Et oui, Minnelli, c'est sûr que c'est merveilleux, ce monde de cinéma qui, encore une fois, n'en est pas moins des vraies émotions ou parfois des vraies choses à dire sur la vie, sur les caractères, voilà, c'en est pas moins philosophique, métaphysique ou quoi, mais c'est un total monde de cinéma. Et c'est vrai que les quelques fois dans ma vie où j'ai enseigné, que ce soit à la FEMIS ou à la Aide à Genève, ça m'arrive souvent de dire aux étudiants que pour moi, cinéaste, c'est aimer tout. Parce que parfois, je peux avoir des étudiants qui me disent « Ah, mais moi, ce que j'aime vraiment, et le reste, je m'en fous, mais moi, ce que j'aime, c'est, je sais pas, le découpage, ou la direction d'acteur, ou pensant m'impressionner. » Et alors moi, ça m'impressionne pas du tout, parce que je me dis « Ah non, c'est pas ça. Si t'aimes ça, fais que ça. » Mais faire un film, c'est aimer tout. C'est aimer qu'on te montre 50 paires de chaussures, c'est aimer qu'on te montre 200 papiers peints, c'est aimer qu'on te dise les cheveux remontés ou lâchés, c'est aimer qu'on te dise maquillé ou pas maquillé, c'est aimer qu'on te dise telle focale ou pas telle focale, ça fera tel effet, c'est aimer être dans un parc toute la journée pour savoir à quelle heure la lumière est la plus belle et programmer le tournage à cette heure-là, c'est aimer tout ça. C'est aimer passer 5000 heures à bidouiller le son d'une mouche au mixage qui n'a aucun intérêt pour qui que ce soit, mais on pense que c'est important et c'est merveilleux et du coup ça le devient. C'est faire la même chose sur les couleurs à l'étalonnage, c'est vibrer quand on va à l'enregistrement de la musique de son film et voir tout d'un coup des violons, voilà, c'est aimer tout. Et pour le coup, Minnelli... Il aimait tout et on aime tout. Tout n'est pas bon, non, il y a des mauvais Minnelli, mais quelle gourmandise, j'adore moi cette gourmandise. Merci beaucoup Antoine, c'est une très belle fin pour finir sur le refuge. Merci aussi à Élodie Imbeau de nous avoir permis d'enregistrer à la Cinémathèque et puis à Gabriel Régnier pour sa musique.
Merci.